finance à outrance, mort d'une femme tous les 3 jours du fait de son conjoint. Un enfant en France meurt sous les coups tous les 5 jours aussi. En fait, ça, c'est la notion de justice. Et ça, on ne devrait pas l'accepter. On ne doit pas accepter que des gouvernements laissent crever des gens en Méditerranée. On ne doit pas accepter que des entreprises s'enrichissent à outrance pour leurs actionnaires au détriment de centaines de milliers de personnes, de ressources, de forêts. On ne doit pas accepter qu'on marche dans la rue et qu'on nous dise salope. Il y a tout un tas de choses qu'on ne doit plus accepter. Je m'appelle Alice Barbe et je suis activiste. C'est mon métier, c'est aussi ma raison d'être. Ça fait 9 ans maintenant que j'ai développé une organisation qui s'appelle Singa, qui travaille autour de l'innovation et de la migration. Notre boulot, c'est de faire en sorte que quand il y a des personnes réfugiées ou dites migrantes, demandeuses d'asile qui arrivent dans un pays, en France, en Allemagne, en Suisse, en Europe, de faire en sorte qu'ils se sentent bienvenus. Et ça, à travers la mobilisation citoyenne, des activités d'accueil, notamment d'hébergement chez l'habitant, et aussi de l'entrepreneuriat, de l'accompagnement à l'entrepreneuriat. On est le plus gros réseau d'incubateurs en Europe pour accompagner tout ce qui est innovation autour de la migration par et pour les personnes migrantes et réfugiées. En fait, moi, j'ai toujours eu une très forte volonté d'avoir un impact à mon échelle depuis très longtemps. J'ai compris très tard que c'était parce que je venais d'une famille assez raciste. Mes grands-parents, mes oncles, mes tantes, mes cousins j'ai grandi avec des gens négationnistes qui m'expliquaient que les camps n'existaient pas, que la Shoah était un mensonge. Mes parents sont partis avec beaucoup de courage aussi, je pense, parce que c'était très oppressant pour eux. Et en fait, j'ai compris très tard que mon engagement autour de la cause des personnes réfugiées, ça venait aussi de là. Je pensais que les idées de peur, de haine de ma famille allaient s'éteindre quand ils allaient mourir. Mais en fait, non. La haine existe encore, la xénophobie existe encore. Et mon combat tous les jours, c'est de faire en sorte qu'elle n'existe plus. Singa, c'est simplement se rencontrer autour de ce qu'on a en commun et comment on peut construire le futur. Les plus grandes innovations du XXIe siècle ou du XXe siècle, c'est du fait de personnes migrantes ou de personnes réfugiées. Tesla, Apple, le vaccin Pfizer-BioNTech, parfois pour le pire ou le meilleur. Mais on sait que quand les personnes bougent, ça crée quelque chose. Ça crée de nouvelles cultures, de nouvelles façons de manger, de se rencontrer. Et c'est ça qui fait nos sociétés. C'est pas juste de la solidarité. Et la manière dont on travaille avec Singa, c'est de sortir du scope sécuritaire ou humanitaire et de construire un peu une troisième voie. On va s'engager, et assez radicalement parfois, mais dans la joie, en offrant un nouveau narratif et de nouvelles possibilités. Moi, ce qui m'a changé, c'est l'engagement. C'est pas juste d'avoir lancé, développé avec des amis, ce qui est devenu aujourd'hui une organisation internationale, Singa. Mais je m'engage à différents niveaux. J'ai travaillé dans des mouvements comme Stop Harcèlement de rue, où on a fait changer les lois, on a fait avancer le débat sur le harcèlement sexiste. J'ai monté un mouvement qui s'appelle les Crapauds Fous, avec 40 entrepreneurs sociaux et chercheurs sur le climat, le big data et les grands enjeux du XXIe siècle. Il n'y a pas de moment déclic. Pour moi, toutes ces expériences, c'est le fruit de rencontres. Et je crois que c'est ça qui m'a profondément transformée, c'est de rencontrer des personnes. Et avec Singa, j'ai rencontré des centaines de personnes qui ont eu le courage de dire non, qui ont eu le courage de dire non à l'oppression, qui ont eu le courage de dire non à des dictateurs, qui se sont battus pour la liberté d'expression, qui ont été emprisonnés, torturés, pourchassés, persécutés pour leurs opinions. Et ça, c'est ma plus grande transformation, parce que je crois que c'est la plus grande leçon qu'on peut tirer de la rencontre avec des personnes réfugiées, c'est qu'il faut se battre, quoi qu'il en coûte, pour ce en quoi nous croyons.
2016, ça fait déjà quelques années que j'ai une petite visibilité médiatique, mais un jour, je fais une interview pour Libération où je parle de l'inclusion des personnes migrantes et réfugiées. Et là, le média F de Souche relaie cette interview. En quelques heures, je reçois 360 menaces de mort et de viol de personnes qui auraient pu être n'importe qui. Certains d'entre eux auraient pu être mon père, mon oncle, que sais-je. Et à ce moment-là, j'ai un enfant en bas âge, je suis en congé maternité, j'ai peur pour ma famille. De plus, après ça, il y a des gens bizarres qui me suivent dans la rue. Une fois en conférence, des hommes qui m'ont fait ce signe. Et porter plainte contre ces 360 personnes, ça a été un peu un parcours du combattant. Ça a duré 2 ans. Le procès a été gagné contre 6 personnes, pas 360, pour injure, pas pour menace de mort. Et aujourd'hui, des femmes comme moi, qui ont probablement moins de privilèges, se battent au péril aussi de leur vie en France. Des gens qui s'engagent, on les tue pas, heureusement. On n'est pas en Inde, on n'est pas en Russie. Mais c'est fondamental que l'on se protège et qu'on se protège les unes les autres. Aujourd'hui, j'ai pas peur. J'ai pas peur des cyberharceleurs. J'ai pas peur de gens qui s'organisent pour me silencier, pour nous silencier. Mais ça prend beaucoup de patience, de recul, de discipline pour arriver à pas avoir peur. Et en fait, ça fait peur. Mais ces gens qui nous harcèlent, ils s'organisent pour ça. C'est ça leur but, c'est que l'on se taise. Alors, quand je reçois à nouveau des pressions, je me dis, s'ils veulent qu'on danse, très bien, dansons. Ce sera une belle danse parce que je vais gagner. J'ai été contactée par la Fondation Obama. Ça faisait déjà quelques années que j'étais directrice de Singa, que j'ai appris très tôt à me retrouver directrice d'une organisation. Et c'était épuisant. J'étais jeune, j'étais vulnérable, j'étais une jeune maman. Je recevais beaucoup de menaces dans les médias. Et avoir cette opportunité de pouvoir aller passer 1 an à New York. La Fondation Obama proposait une rémunération, une prise en charge, et on était à l'université de Columbia. On était mentorés, coachés. Enfin, on avait beaucoup d'interventions de l'entourage du président américain, du président lui-même, et ça m'a permis de prendre beaucoup de recul. Et c'était très grisant, bien sûr. On rencontre Obama, quoi. Il y a un côté paillette qui est très fort. Mais en fait, passé ce côté grisant, je suis face à des personnes qui ont pris des décisions qui ont impacté la vie de millions de personnes. Et ça me met en colère. Parce que quand je parle à des personnes qui ont décidé d'intervenir en Libye, mais pas intervenir en Syrie, je pense à tous mes copains, je pense à leur famille, je pense à leur mort. Et là, je me dis, passer la colère, parce que qu'est-ce que je vais aller leur dire, vous êtes nuls, ça sert à rien. Mais passer la colère, la question que je me pose, et que je me pose encore aujourd'hui, c'est et si c'était moi, et si c'était nous, activistes, militants, qui nous battons tous les jours sur le terrain, si c'était nous au pouvoir, est-ce qu'on aurait pris les mêmes décisions? Et plus important encore, sur quoi est-ce qu'on serait fondé pour les prendre? Quelles sont nos valeurs, nos principes fondateurs, ce qui nous guide dans notre action? Parce que moi, je suis persuadée qu'on a besoin de plus d'intégrité, de plus d'éthique, au niveau des gouvernements et au niveau des gens qui sont censés servir la démocratie. Et dans mon combat contre la xénophobie, je crois que c'est une étape essentielle que d'accompagner des personnes qui se battent contre la peur, qui se battent contre la haine, contre la xénophobie. Et je crois que ça va être la prochaine étape de ma vie.
J'ai écrit ce livre, on ne n'est pas engagé, on le devient, un peu par hasard, mais pour moi, c'était 10 ans d'engagement que j'avais besoin de raconter. J'étais une personne ordinaire et soudainement, mon destin est devenu un peu extraordinaire. C'est vrai que quand on se retrouve avec Obama, quand on se retrouve à avoir construit un mouvement qui a autant d'impact que Singa, c'est pas donné à tout le monde. Et j'avais besoin de poser des mots sur tout ça et poser aussi les mots qui font mal, les mots qui font peur. C'est pas juste une histoire de réussite parce que en tant qu'activiste, enfin j'en ai chié. Bien sûr, les menaces de mort, oui, et puis l'épuisement. Il y a un burn-out aussi de l'activisme. Et si au départ tout mon engagement était fondé sur le fait que je cultive mon empathie, ma compassion, c'est très vite devenu aussi toxique pour moi de m'engager à ce point-là, jusqu'à ce que je finisse hospitalisée il y a 3 ans. Et depuis, je suis toujours aussi engagée, mais j'ai appris que si on veut être vraiment efficace, il faut qu'on prenne soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres. Et c'est peut-être le conseil que je peux donner à toute cette génération extraordinaire qui se mobilise, qui à 16 ans déplace des montagnes, qui est en train de changer des lois, de changer vraiment des manières de gouverner, des manières de vivre la démocratie. C'est de se préserver d'abord. On a besoin d'agir et on va agir parce que justement là, on a un chronomètre. On a un chronomètre sur la crise climatique, on a un chronomètre avec la montée du populisme, la montée des extrêmes. On sait qu'on a des échéances, on sait qu'il faut qu'on agisse maintenant et il faut qu'on le fasse bien et il faut qu'on soit très efficace. Et pour être efficace, il faut aussi savoir prendre soin les uns des autres et prendre soin de soi. J'ai pas aujourd'hui envie de me présenter comme candidate à une élection. En fait, si, j'en meurs d'envie. Mais je sais pas si j'aurai autant d'impact qu'aujourd'hui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, ce que j'aime, c'est travailler avec ces personnes qui vont se présenter et qui vont changer la donne. Si aujourd'hui, ce que je peux leur apporter, c'est des outils, c'est du réseau, c'est des contenus, c'est de la motivation pour que ces personnes fassent légion et prennent l'Assemblée nationale, prennent le Parlement européen, et qu'en 2027, on ait une vraie force progressiste qui arrive au pouvoir, pour moi, c'est tout gagné. Et pour l'instant, c'est ça mon ambition aujourd'hui. Je m'apprête à quitter mon poste de directrice de Singa pour me lancer dans cette aventure-là. Je sais pas de quoi l'avenir sera fait, mais je sais que c'est pour ça que je me réveille tous les matins. Pour moi, le progressisme, c'est la justice sociale, la justice environnementale. Ça peut être un peu des mots-valises, mais disons que quand on voit les défis monumentaux, crise climatique, raréfaction des ressources, finance à outrance, mort d'une femme tous les 3 jours du fait de son conjoint, un enfant en France meurt sous les coups tous les 5 jours aussi. En fait, ça, c'est la notion de justice. Et ça, on ne devrait pas l'accepter. On ne doit pas accepter que des gouvernements laissent crever des gens en Méditerranée. On ne doit pas accepter que des entreprises s'enrichissent à outrance pour leurs actionnaires au détriment de centaines de milliers de personnes, de ressources, de forêts. On ne doit pas accepter qu'on marche dans la rue et qu'on nous dise salope. Il y a tout un tas de choses qu'on ne doit plus accepter. Alors quand je parle de progressisme ou de radicalité, je parle de ça. Il y a un enjeu aujourd'hui à faire passer la légitimité de notre justice, voire peut-être même contre la légalité quand il s'agit de faire face à des gouvernements qui interdisent de sauver des vies ou qui laissent des entreprises piller nos ressources.